Bienvenue dans Histoire d'espace, je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui dans le tout premier épisode. Moi, c'est Mélissa. Si tu ne me connais pas, je suis architecte diplômée d'État et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que j'ai décidé d'en faire l'épisode 0. Avant de te faire découvrir les histoires ultra passionnantes de mes invités, je voulais d'abord te parler un petit peu de moi. Donc en fait, c'est Sandrine Gillet, une journaliste radio qui s'est spécialisée dans le podcast, qui m'interviewe aujourd'hui pour te faire entrer dans les coulisses. Je vais te raconter mon parcours, ce que j'ai vécu en agence et qui m'a poussée à créer une autre façon d'accompagner les particuliers qui rénovent, et aussi pourquoi je me bats aujourd'hui pour une architecture plus accessible, sans sacrifier l'exigence ni la qualité bien sûr. On va parler aussi de mon histoire personnelle, de ma fille Yana, et de ce moment où j'ai vraiment décidé de reprendre la main sur ma vie, en commençant par mon intérieur. Donc voilà, j'espère que tout ça te captivera et je te souhaite une très bonne écoute. Hello Mélissa, je suis ravie de te retrouver. Bonjour Sandrine, c'est un plaisir pour moi de t'avoir. J'ai l'honneur quand même de faire le numéro 0 de ton podcast aujourd'hui. Je sais pas si je peux le dire. Si, tu peux le dire. Et j'ai la mission de te faire découvrir à tes auditeurs. C'est un challenge quand même. On va parler ensemble architecture, bien sûr. On va te faire découvrir ton projet. On va parler ensemble de l'architecture pour tous. On va parler de ton enfance, de ton désir de devenir architecte, d'aider les gens à rénover leur maison, leur appart, en tout cas leur lieu de vie. Alors, tu as relevé le défi de te lancer dans un nouveau projet il y a quelque temps, et c'est ce dont on va parler aussi. La Mélissa de ses débuts n'est pas la Mélissa aujourd'hui que j'ai en face de moi, et la Mélissa architecte entrepreneuse maintenant. On va essayer de comprendre pourquoi et comment tu en es arrivé là. Aujourd'hui, tu as créé une offre d'architecture qui s'adresse aux particuliers. Bien évidemment, c'est pas le fruit du hasard. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette offre? Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à créer mon offre signature? Je suis partie d'un constat, en fait, plutôt même d'un double constat. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans en agence d'architecture et j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui nous appelaient au téléphone pour nous demander nos services, c'était en fait des particuliers qui rénovaient et qui n'avaient finalement pas le budget pour du clé en main. Quand je parle de clé en main, je parle de se permettre d'avoir un architecte pour suivre les travaux, de se permettre d'avoir un architecte également pour concevoir avant d'aller dans les travaux, de payer aussi tout ce qui est les études, les entreprises, etc. Ça, on sait qu'on va devoir payer tous ces gens-là, mais en fait, les gens qui venaient, ils ne se rendaient pas forcément compte de combien coûte un architecte, combien il va te demander quand il va concevoir ton projet. Ils ne se rendent pas compte de ça. Donc ça, c'est le premier constat. Et le second constat, c'est que finalement, ces gens qui nous appelaient, nous, on n'allait pas forcément répondre à leurs demandes. Parce qu'en fait, souvent, ce sont des projets qui sont trop petits pour l'agence ou des projets qui sont inintéressants en quelque sorte. Donc en fait, nous aussi, on refuse des projets. Les clients refusaient de faire appel à nous parce qu'ils nous trouvaient trop chers, mais nous, on refusait aussi certains projets parce que ils étaient trop petits. Mais c'est quoi un projet trop petit, concrètement, Mélissa? Alors, un projet trop petit ou un projet inintéressant finalement pour les agents d'architecture, en fait, c'est souvent un projet qui n'est pas rentable. Parce que une agence d'architecture, c'est une entreprise. Le premier sujet, c'est la rentabilité. Aujourd'hui, il y a énormément d'architectes qui font ce métier par passion. L'architecte, en quelque sorte, il n'a pas envie de te refuser de travailler pour toi. Il n'a pas envie de te dire que il coûte tel prix et donc que c'est trop cher pour toi. Il a envie de faire ce projet pour toi, mais il doit aussi penser à son entreprise, en fait. Et un petit projet, c'est-à-dire un projet où, je sais pas, le budget de travaux va être inférieur à 1 000 € du mètre carré, pour te donner une base, c'est un projet trop petit. C'est un projet qui sera pas forcément assez rentable pour l'architecte, c'est-à-dire qu'il va passer trop de temps sur ton projet comparé à l'argent qu'il va recevoir de toi, en fait. Presque une perte d'argent pour lui. Exactement. Honnêtement, il y a des projets qui sont faits à perte. En agence d'architecture, il y a des projets qui font gagner de l'argent aux agences, mais il y a des projets aussi qui sont réalisés à perte, malheureusement. Et ça, on peut pas toujours l'anticiper. Mais en tout cas, on essaie de faire le tri au début quand les gens nous appellent. En fait, tout ce qui est rentabilité, l'agence, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est comme ça. Mais oui, bien sûr. Et les gens qui appellent, ils se rendent pas forcément compte du prix d'un architecte, comme je te le disais tout à l'heure. Donc, il y a énormément d'architectes qui luttent
pour que notre travail soit perçu à sa juste valeur. Alors toi, Mélissa, tu as choisi aujourd'hui de répondre à ce besoin des particuliers et des projets finalement qui étaient refusés en agence parce que trop petits. Pourquoi? Moi, je considère que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre travail en tant qu'architecte doit être perçu à sa juste valeur. Mais je considère aussi et surtout que c'est notre responsabilité de faire en sorte que l'architecture soit accessible. En fait, on va pas se dire qu'on travaille que pour les riches ou les personnes aisées parce que ce sont qu'elles qui ont les moyens de faire appel à nos services. C'est pas logique et en fait, je trouve ça complètement injuste. Moi, je viens personnellement de ce milieu-là, cette classe sociale, j'ai envie de dire, où, alors, pour le coup, on a envie de faire les choses bien, on a envie d'avoir des projets de qualité. On a envie aussi de s'investir dans notre projet de rénovation. On est vraiment volontaire, mais de l'autre côté, le budget, il ne suit pas forcément, en fait. Et donc, c'est vraiment ça le problème. Le budget qu'on peut allouer à ce genre de projet, il n'est pas assez grand. Mais du coup, en tant qu'architecte, on a intérêt à essayer de faire en sorte de répondre à cette demande, de répondre à ces personnes qui veulent faire bien, mais on n'a pas aujourd'hui d'offres pour ça. Donc, mon but, c'est de créer des offres qui permettent de rendre l'architecture accessible à tous. Et on va en parler de ce projet. Ce projet qui est aussi lié à ton histoire personnelle, on va le comprendre, et à ta fille, Anna. Pourquoi? Tout simplement, ce projet, c'est d'abord un projet entrepreneurial. J'ai travaillé 6 ans en agence, d'abord en tant que freelance, puis en tant que salariée. Je suis devenue maman, je suis ensuite devenue maman solo, donc voilà, j'ai vécu des épreuves, pas toujours faciles, et j'ai eu besoin de me reconnecter à mes propres valeurs. Et la première de ces valeurs, c'est la liberté. La liberté de pouvoir choisir ce que je fais de mon temps, choisir comment je gère mon temps et notamment combien de temps je passe avec ma fille, par exemple. Si elle est malade une journée, je suis bien contente aujourd'hui de pas avoir à prévenir ma boss. Elle m'aurait dit oui, mon ancienne boss, pour que je reste à la maison. Mais voilà, cette journée, elle aurait été déduite de mon salaire. Ensuite, j'aurais pas forcément pu la rattraper d'une manière ou d'une autre. Voilà, aujourd'hui, j'ai cette liberté-là de me dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui en fonction de ma vie personnelle et de ma fille Anna, qui a 4 ans et qui est encore un bébé que j'ai envie de choyer, d'avoir auprès de moi le plus possible pour ne pas rater ces moments de son enfance. Ouais, bien sûr. Alors, on va remonter justement à ton enfance, Mélissa, maintenant, si tu veux bien, car ton désir de devenir architecte, il est complètement relié à ton enfance, ton adolescence. Hein, tout ça est imbriqué. Tu m'as confié en préparation que ta maman changeait tout le temps les meubles de place chez vous. Et déjà, ça a eu un impact fort sur toi. Quelle lecture tu faisais de sa façon de toujours tout déplacer et puis comment tu vivais, toi, ces changements constants? Quand je parle de ça, c'est vraiment, avec le recul que j'ai aujourd'hui. En réalité, quand on est enfant, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans la tête de sa mère, qui change, les meubles de place, tous les 2 mois. En fait, aujourd'hui, je lis cette situation avec beaucoup de recul et je comprends qu'on a vraiment besoin de s'approprier nos espaces. On a besoin d'être dans un intérieur qui nous ressemble, on a besoin de se sentir chez soi. Qu'on habite en appartement ou en maison, hein, peu importe, c'est vraiment primordial quand il s'agit de rechercher du bien-être. On a besoin d'avoir son cocon, on a besoin, après le travail, de rentrer quelque part, on se sent bien, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut vraiment se poser cette question assez régulièrement et se dire: «Est-ce que là, mon logement, il me convient? Est-ce que le fait d'être locataire», parce que c'était le cas à l'époque, pour nous, «est-ce que ça me convient?» Et je pense, en fait, quand je réfléchis à cette situation où ma mère changeait, les meubles de place assez régulièrement, je pense que c'est ça le problème qu'il y avait vraiment de son côté. On était en location, on a déménagé plusieurs fois, on a été dans des appartements, puis dans des maisons, et cetera. Et je pense qu'à chaque fois, elle n'arrivait pas à se sentir chez elle parce qu'elle avait besoin d'avoir accès à la propriété. Ce qu'elle a fait par la suite, on en parlera. Et comment je vivais ça, moi, en étant enfant? Nous, parce qu'en fait, on y avait, mes 2 sœurs et mon frère également. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, on était enfants, on se rendait pas forcément compte des choses. En fait, c'était plutôt une situation assez rigolote pour nous. On se levait le matin et puis le salon avait complètement changé. La télé était plus au même endroit, le canapé non plus. Donc
C'était drôle, mais tu sais, on arrivait à faire avec. C'est vrai, quand tu es enfant, c'est différent. Tu t'amuses de choses, qui sont peut-être plus difficiles à gérer adulte, en tout cas. Tout à fait. Mmh. Peut-être que, déménager était plus déstabilisant finalement que ce changement d'organisation des meubles à l'intérieur, du lieu de vie, quoi. Alors pour le coup, moi j'ai tendance à penser que quand on est enfant, tu vois, notre foyer, c'est pas forcément, l'endroit dans lequel on vit, mais surtout les gens qui nous entourent. Ah ouais. Donc, tu vois, le fait qu'on soit entouré de notre famille, que cette famille, elle soit stable émotionnellement, j'ai envie de dire, qu'elle nous apporte, tout l'amour dont on a besoin, la sécurité émotionnelle également. Je pense qu'en tant qu'enfant, ça peut nous suffire. En tout cas, c'était mon cas à moi, c'était le cas pour mes frères et sœurs avec qui j'ai discuté de ça. Mais j'ai aussi eu, des conversations avec, l'ami de mon conjoint qui me disait que, son fils avait mal vécu le fait qu'ils vivent pendant un petit moment, chez leurs grands-parents. Parce qu'ils étaient en train d'acheter une maison, qu'ils rénovaient et cetera et en fait, son fils avait l'impression qu'ils allaient le laisser là, dans la maison de leurs grands-parents et ensuite eux, partir vivre dans dans la maison qu'ils rénovaient. Oui, oui, Enfin oui. voilà, Oui. parfois, on s'invente un petit peu des choses quand on est enfant. Moi, personnellement, le fait de déménager, ça ne m'affectait pas spécialement. J'étais bien parce qu'il y avait ma famille autour, mais je comprends que ça peut être perçu, de manière différente chez certains autres enfants. Mais ça fait sens, hein, ce que tu nous dis dans le fait que enfant, ton foyer, c'était proche. Quand tu étais ado, vous avez rénové, en famille une maison. Alors là, peut-être que tu vas nous dire, c'est peut-être une maison que ta maman avait achetée, du coup, elle appartenait à la base à un vieux monsieur. Elle l'avait achetée, c'est ta maman cette maison? Raconte-nous un petit peu, elle était comment? Oui, tout à fait. Alors du coup, c'était la première maison qu'elle a achetée, effectivement. Parmi, les maisons qu'elle a achetées, c'est celle dans laquelle j'ai vécu, en tout cas, quand on était ados. Cette maison, effectivement, elle appartenait avant à un vieux monsieur. Donc son état, tu vois, quand tu recherches sur les plateformes immobilières comme ça, Le Bon Coin, Se Loger et tout, que tu cherches une maison pas trop chère et que tu tombes sur des maisons qui sont dans leur jus, des maisons qui sont souvent moches, avec une cuisine de mamie, enfin, tu vois, t'imagines ça, mais en 2 fois pire, parce que en plus de ça, elle était hyper sale. Elle était hyper sale parce que l'ancien propriétaire n'en prenait absolument pas soin. Donc en fait, il y a une énorme période où on a dû la nettoyer à fond. Enfin, c'était vraiment une maison moche, faut le dire. C'était très sombre également. C'était pas terrible. Bon, du coup, comment tu t'y sentais quand tu es arrivée? C'était pas top top? Non, au départ, en réalité, j'étais, assez mal à l'aise dans cet endroit-là. Puis comme je te l'ai dit, on a dû, d'abord tout nettoyer. Donc, ça a pris un temps fou. Ensuite, on a fait des travaux assez gros. On a dû refaire toute l'électricité, la plomberie et c'est des travaux qu'on a fait, nous-mêmes, accompagnés de certains membres de notre famille qui avaient un petit peu d'expérience dans les travaux, qui avaient fait du bricolage chez eux et tout ça. Et donc, quand on y allait, c'était pour souffrir en quelque sorte. Ouais, d'accord. On devait, faire des tranchées dans les murs, on devait, nettoyer à fond, des toilettes, dégoûtants, c'était pas une période où j'ai pris énormément de plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça, tu vois? Rénover une ancienne maison et c'est un projet que j'ai envie de réaliser au moins, 1 fois dans ma vie. Mais à cette période, j'étais ado, Ah oui. c'était pas trop mon truc. Et cette maison, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle appartient toujours à ta maman aujourd'hui? Oui, alors elle appartient toujours à ma maman, mais en fait, on est en train de la vendre actuellement parce que, ma maman a muté, donc elle habite plus, à côté. Puis aussi, c'était une maison familiale. On était, 4 enfants à vivre là-bas avec ma mère et donc elle était assez grande. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout qu'elle correspond plus au mode de vie actuel de ma mère qui, vit seule. Voilà, ça fait plus sens. Alors beaucoup de personnes, hein, achètent des maisons, dans leur jus, comme on dit. Moi-même, hein, c'est ce que j'ai fait. Elles ont d'ailleurs, des fois beaucoup de cachets parce que c'est des vieilles maisons qui ont des architectures parfois un petit peu particulières et ces personnes, en tout cas, c'est des personnes que tu voyais venir, hein, au cabinet, d'architectes, comme on l'a évoqué, au début. C'est des projets, on l'a compris, qui n'étaient pas intéressants parce que pas rentables, hein, et qu'il faut bien gagner sa vie pour, les cabinets, qui donc n'avaient pas de réponse pour ses clients. Qu'est-ce que ce constat a suscité chez toi? J'ai compris à ce moment-là que ces clients, c'est pas juste qu'ils n'avaient pas le budget pour se payer un architecte, mais c'était aussi que
les offres qu'on leur proposait n'étaient pas adaptées, tout simplement, à leur situation. Je t'en ai parlé plus tôt, ma mère, quand elle a acheté, elle avait ce besoin de faire par elle-même, même si, alors elle n'avait pas forcément d'autre choix parce qu'on n'avait pas forcément le budget, mais je pense que c'était important pour elle de porter son projet, de faire ses choix elle-même, de faire aussi, pas mal de travaux elle-même parce que quand tu es dans l'action, c'est pas la même chose, en fait. Tu restes pas là à regarder quelqu'un faire pour toi, tu es là à vraiment construire ton propre projet et je pense que c'est un sentiment différent, une attitude aussi différente. Je pense que c'est ce genre d'offre-là, c'est une offre qui leur permet de garder quand même le contrôle sur leur projet qu'il faut à ces personnes. Parce que ta maman, quand elle s'est lancée dans tous ces travaux pour rénover, elle avait des notions dans la plomberie que tu évoquais, dans... Je sais pas, il y a eu du gros œuvre hein, quand même. Enfin, Il y a eu un petit peu de gros œuvres quand même. Le gros œuvre, c'est tout ce qui est maçonnerie, quand on coule des dalles, des choses comme ça. Il y en a eu un petit peu parce qu'on a fait une extension, une surélévation d'une partie de la maison. Ça, on a délégué en partie. On a fait également des travaux d'isolation où on a délégué. Mais on n'avait pas des devis complets de la part des artisans, c'est-à-dire qu'on leur demandait de juste faire le gros œuvre et nous, ensuite, derrière, on devait faire les finitions. Tu vois, c'était vraiment histoire de quand même faire les choses bien, proprement, avoir une base saine. Et ensuite, nous, derrière, on venait faire les finitions parce que on n'avait pas forcément le budget pour demander une prestation complète à un artisan. quand on est ado et qu'on vit ça au quotidien, des travaux tout le temps dans la maison, et puis de devoir peut-être mettre la main à la pâte, et puis d'être un peu entre guillemets dans le bazar, on vit ça comment? Alors on vit ça pas super bien. On a eu des hauts et des bas dans ce projet-là, il y a eu des moments où on a tâtonné et en fait, au début, tu vois, tu es motivé, tu es dans ton truc, tu connais tes objectifs et au fur et à mesure, tout ça, ça s'épuise un petit peu parce que nous, on vivait dans les travaux, en fait. Au début, quand elle était pas habitable, on venait quand il fallait faire les travaux nécessaires et puis ensuite, au bout d'un moment, bien sûr, on a dû habiter, en fait, dans la maison. Et je pense que c'est surtout cette période-là qui était difficile à vivre. Parce que c'est chez toi et ton chez toi, il est en bordel. Il y en a dans tous les sens. Il y a la poussière. Tu fais le ménage un minimum, mais voilà, c'est toujours le chantier. C'est pas facile à vivre parce que cette motivation du début, elle s'épuise au fur et à mesure. Ensuite, tu procrastines. T'as plus envie de te remettre dans les travaux. Et puis, ben, le désordre qui est toujours là, il continue de prendre de la charge mentale en quelque sorte et de t'épuiser mentalement. Hmm. J'imagine que du coup, des clients qui se lancent dans la rénovation sans rien préparer, sans avoir le bagage pour, t'en as croisé pas mal. Dans quel état émotionnel tu les as trouvés? Qu'est-ce que ça peut générer, l'impréparation? Alors l'impréparation, ça peut générer un profond mal-être, vraiment. Parfois, c'est pas seulement avec de la charge mentale qu'ils arrivent, c'est vraiment avec un vrai ras-le-bol où ils savent plus par où commencer, ils savent plus par où reprendre leur projet souvent. Donc mon rôle, c'est vraiment de les rassurer, de les remotiver. C'est vraiment là qu'on comprend qu'ils ont besoin de quelqu'un derrière qui leur donne un cadre, une structure pour les aider à avancer en fait. Et ça se comprend tout à fait. On étouffe, on se sent vraiment submergé et on sait plus par où reprendre notre projet. C'est là où ton rôle devient essentiel et c'est là que tu les aides en fait. C'est à repartir et à structurer. Exactement. Quand on arrive dans cet état-là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre les bases, remettre tout à plat. Et c'est souvent la phase qu'on néglige quand on se lance dans les travaux, même quand on vient de commencer, hein, honnêtement. C'est avant tout un projet et en fait, tu commences pas un projet sans savoir où tu vas, sans connaître, tes véritables objectifs et comment tu fais pour connaître ces objectifs-là? Eh bien, tu analyses ta situation. Donc chacun des projets que je démarre avec mes clients, je leur demande et on fait ce travail ensemble en réalité, d'analyser 2 choses. Analyser à la fois leur mode de vie, donc eux-mêmes, de quoi est-ce qu'ils ont besoin exactement, dans ce projet-là. Besoin en termes de nombre de mètres carrés, des pièces et cetera. Bon ça c'est la base, mais aussi besoin en termes, de sentiments. Qu'est-ce qui va faire qu'ils se sentiront bien chez eux? C'est ça en fait cette question qu'on doit se poser au début d'un projet de rénovation
Et puis, seconde analyse, c'est qu'ils doivent analyser l'existant, analyser la maison qu'ils ont, analyser ses contraintes, prendre en compte ses avantages, ce pourquoi ils l'ont acheté cette maison, mais aussi ses inconvénients, parce qu'il y en a toujours. Voilà, quand on achète dans l'ancien, en tout cas, il y a souvent des éléments qui nous conviennent, grâce auxquels on a vraiment eu envie d'acheter, mais il y a aussi souvent des défauts dans cette maison et c'est pour ça qu'on va faire une rénovation. Hein. Voilà, on n'achète pas Bah dans le oui. neuf, c'est pas tout propre, etc. Donc, en fait, il faut vraiment analyser ces points-là et définir des priorités pour ensuite poser le cadre, avoir des objectifs clairs et faire ressortir une réelle intention dans ta rénovation. Ça, c'est hyper important et c'est toujours par là que je débute un projet. Ce projet d'entreprise, hein, que tu as lancé, au moment où tu as dû repenser ta vie, justement, suite à une séparation. Puis tu avais ta fille, tu l'as dit, ça te permettait de dégager du temps pour elle. Ça t'a amené donc à une nouvelle étape, une bascule. Tu passais de l'agence à chef d'entreprise. Tu as dû repenser ta vie, reconstruire. Tu es mise en quête, d'un sentiment de bien-être à plusieurs niveaux. J'ai l'impression que du coup, tu as repensé aussi comment donner du bien-être aux autres. C'est peut-être une idée que je me fais à t'écouter. Oui, oui, tout à fait. À cette période-là de ma vie, j'ai eu besoin de me recentrer. J'ai été en quête d'un bien-être à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, j'ai vécu une séparation et j'ai eu besoin de me reconnecter à moi-même dans un premier temps. J'avais besoin de faire des choses pour moi et pour ma famille également. Ma famille, j'entends ma fille, Anna. J'avais besoin également de me sentir bien chez moi et c'est à cette période-là, en réalité, que j'ai déménagé. J'ai décidé d'acheter et justement de rénover mon appartement, celui dans lequel je me trouve actuellement. Ouais. Et j'ai eu aussi besoin de trouver une nouvelle manière d'être architecte. Donc voilà, ce bien-être, je l'ai recherché dans plusieurs domaines de ma vie et c'est ce qui m'a amenée où je suis aujourd'hui, en fait. Oui, voilà. Aujourd'hui, donc, on comprend au travers de ton cheminement de vie, finalement, on comprend que les personnes qui se challengent justement en se lançant dans leur propre rénovation, c'est vraiment ton cœur de cible, c'est des gens que tu as décidé d'aider parce qu'ils te parlent au regard de ton chemin et comment. J'ai envie de parler du fait de reprendre sa vie en main, en fait et avec ça, de faire le parallèle avec, le fait d'être aux commandes de son projet de rénovation. Moi, j'ai vraiment décidé de prendre ma vie en main à ce moment-là, de vraiment, je vais parler du coup de mon propre projet de rénovation, d'aller, dans une ville qui était, à plus d'1 heure de route de la ville dans laquelle j'habitais avant, de me lancer là dans l'achat alors que j'étais pas forcément dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que je venais de me séparer, donc financièrement tout n'était pas au top et j'ai quand même décidé de me lancer. J'ai quand même décidé de faire ça parce que je savais qu'après, j'allais être dans mon élément. J'allais vraiment me sentir bien et que c'était là le point de départ en fait. Je savais que si je restais dans la situation où j'étais à ce moment-là, ça allait aller de mal en pis et finalement, j'allais pas réussir à atteindre mes objectifs sur le long terme. J'allais juste me morfondre dans cette situation. Donc je savais que c'était le moment ou jamais. Donc je suis allée dans cette ville à plus d'1 heure de route. Je faisais les allers-retours avec ma fille dans ma voiture. D'ailleurs, le jour officiel de ma séparation, c'est le jour où j'ai acheté une voiture, une nouvelle voiture du coup, et donc j'ai fait ce trajet-là et j'ai visité l'appartement, dans lequel je suis actuellement, tu vois? Enfin, je savais que c'était cet appartement, j'avais quand je l'avais vu sur les annonces, je savais déjà que ça allait être l'appartement, dans lequel j'allais vivre, donc voilà, j'ai décidé de sauter le pas pour mon bien-être futur. Quand on a un projet, quand on visite des maisons, quand on en visite souvent plusieurs, hein, c'est pas toujours le coup de cœur, à la première visite et bien, à un moment, faut quand même se lancer. À un moment, faut se dire: «OK, là, j'y vais». Même si c'est des projets de vie, c'est des projets où, on engage énormément d'argent. On fait un prêt souvent sur, 20-25 ans. Voilà, ce sont des gros projets quand même. Ça fait souvent peur, mais faut savoir se dire que là, on investit sur notre bonheur, en fait, sur la façon dont on va se sentir dans les années qui vont suivre et en fait, presque, j'ai envie de dire, la personne qu'on va devenir. Parce que tu vois, le fait que je me sente bien dans mon appartement actuel, c'est ça qui me donne l'impulsion de faire beaucoup de choses. J'ai acheté mon appartement et ensuite, je me suis dit: «OK, alors là, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat». Si j'avais pas été dans un environnement propice
à ça, je suis pas sûre que j'aurais eu envie de me lancer. Déjà, j'avais besoin aussi d'expérimenter cette rénovation, de savoir ce que c'est, de pouvoir me mettre à la place de mes clients et donc voilà, c'était un projet important pour moi et grâce auquel j'ai vraiment grandi. C'est ce projet qui fait vraiment aujourd'hui, de moi la femme que je suis, et aussi l'architecte que je suis. Et bah, justement, du coup, pour conclure, Mélissa, tu as décidé d'aider, on l'a compris au travers de tous ces entretiens, les particuliers à rénover. Comment? J'ai créé un accompagnement, permettre aux particuliers d'être guidés dans leurs projets. Je ne vais pas faire à leur place, je vais leur donner une structure, un cadre, je vais leur transmettre ma méthode pour qu'ils puissent concevoir eux-mêmes leur intérieur, donc que ce soit un appartement ou une maison qu'ils rénovent. En fait, il y a à la fois de la formation en ligne parce que, l'architecture, c'est quand même un domaine avec, pas mal de théorie, donc je peux pas me passer de ça, il faut qu'il y en ait, forcément, il faut qu'ils comprennent réellement ce qu'est l'architecture, c'est indispensable. Mais je les guide, je suis là derrière eux. Il y a 5 modules dans cette formation et il y a également 5 visioconférences avec moi, pendant lesquelles je les soutiens. Je suis là pour les motiver et pour les recadrer lorsqu'ils s'écartent un petit peu de leur intention première. Je suis là vraiment pour, baliser leur projet pendant toute la conception. À partir de, la phase où du coup on va faire cette analyse dont je t'ai parlé, analyse des modes de vie et analyse de l'existant. Ensuite, il va y avoir, le moment où on va vraiment rentrer dans le plan, le dessin du plan, parce que voilà, souvent ce sont des rénovations complètes, hein. Ce sont des personnes qui rénovent complètement leur logement que j'accompagne. Ensuite, on passe à la 3D. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de logiciels en ligne qui permettent de faire ça. Ces logiciels-là, ils leur permettent de dessiner des plans, plus ou moins précis. Donc, c'est super, ils ont accès à ça, mais ça ne leur explique pas comment ils doivent concevoir. Ça leur donne les outils sans leur faire comprendre le processus de la conception. Et donc moi, je suis là pour ça. Je suis là pour les aider dans la conception, pour, leur faire comprendre quels impacts ça a s'ils décident de mettre cette cloison à cet endroit-là de leur plan. Je suis vraiment, un soutien pour eux. Je suis là pour, leur apporter des connaissances techniques également et donc en fait, tout au long de ces 5 modules, je suis là derrière eux, également par message s'ils le veulent, pour qu'ensuite ils puissent démarrer leurs travaux de manière sereine et totalement préparés à la suite. Alors le dernier mot, Mélissa, c'est qu'avant tout ça, tu proposes un échange en visio pour pouvoir parler de son projet, voir ce que tu pourrais faire, un premier échange. Tout démarre comme ça, avec un premier échange. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pas une offre qu'on peut, réserver comme ça en allant sur un site internet. J'ai toujours un appel avec mes clients. On en discute, on essaie de comprendre si ce genre d'accompagnement, ça peut leur convenir parce que ça va pas convenir à tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas cette volonté, de dessiner ses plans soi-même, de dessiner en 3D son intérieur. Enfin voilà, c'est pas la volonté de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin qu'un architecte fasse pour eux justement. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment l'offre qui est faite pour toi. Donc on s'appelle au téléphone en amont et puis cette offre-là que je propose aux gens, elle s'inscrit dans tout un écosystème d'offres. C'est-à-dire que cette offre, c'est ce qu'on peut appeler mon offre signature, mais il y a aussi la visio conception express. C'est un premier pas pour commencer à travailler avec moi. C'est une visio pendant laquelle on va travailler ensemble sur ton projet. Dans un premier temps, tu réponds à un petit questionnaire, ça met 5-10 minutes. Ça me permet de comprendre en fait ton projet, de comprendre où sont tes blocages, comment tu aimerais que ton logement soit. Et puis, lors de cette visio, je te présente les 2 à 3 propositions de plans que j'ai trouvés pour ton projet. C'est une séance d'échange, donc en fait, on travaille ensemble sur le projet, on l'améliore en direct et puis, ensuite tu repars avec, tout ce qu'il faut pour, avancer pour la suite de ton projet. Voilà, ça, c'est le premier pas si tu veux commencer à travailler avec moi et puis, sinon ensuite, on peut tout à fait passer sur cette offre signature qui est, un accompagnement complet. Merci Mélissa, je suis ravie d'avoir pu participer à ton podcast, auquel du coup je souhaite beaucoup d'auditeurs et longue vie, voilà, pour ce numéro 0. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup Sandrine. À bientôt. À bientôt.
Voilà, tu connais maintenant l'envers du décor. C'est un petit peu le grand pourquoi j'ai créé Histoire d'espace et surtout pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'accompagner les particuliers créatifs et ambitieux qui veulent rénover à leur rythme en gardant la main sur leur projet et en étant soutenus par un professionnel pour éviter les erreurs qui feraient explorer leur budget. Si cet épisode t'a plu, s'il t'a parlé, le meilleur moyen de soutenir le podcast, il est très simple. Tu t'abonnes, tu laisses une note si tu écoutes sur une plateforme de podcast audio et tu m'écris un petit commentaire juste en dessous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Et puis, juste avant de te laisser, j'avais une petite question pour toi parce que j'ai vraiment envie de te lire. C'est quoi, là, maintenant, ton plus gros blocage dans ton projet de rénovation ou d'achat ? Le plan, le budget, les décisions à prendre, la peur de te tromper ? Dis-moi tout en commentaire et je te donnerai mes meilleurs conseils sur le sujet. Et si tu ne me connais pas encore vraiment, sache que tu peux retrouver mes contenus sur Instagram, melissa.esquisse.archi. Et si tu veux travailler avec moi, tout commence par un premier échange. Donc tu réserves ton appel découverte et on verra ensemble si je peux te proposer une offre adaptée à tes besoins. Merci pour ton écoute et à bientôt.